bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fouad Haïdar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Parlement bruxellois, député SPA. D'abord, quelques questions sur l'actualité internationale, mais qui nous touchent aussi, notamment cette histoire de ce bateau rempli de migrants qui veulent gagner l'Europe, l'Aquarius. On ne veut pas qu'il accoste en Italie, on ne veut pas qu'il accoste à Malte. Finalement, c'est l'Espagne qui va sans doute accueillir ces 629 réfugiés. Est-ce qu'on est trop dur avec les réfugiés en Europe? Ce n'est pas seulement le cas de la Belgique, de toute l'Europe. Est-ce que l'Europe est trop dure aujourd'hui? Je pense que l'Europe doit venir avec des chiffres concrets. Vous savez, on a 505 millions d'Européens. Si on devait accueillir qu'1% des réfugiés à travers le monde, c'est 5 millions. Qu'est-ce que c'est 5 millions qui sont dispersés sur toute l'Europe? Aujourd'hui, on parle de Malte. Mais Malte a toujours eu cette politique de dire, voilà, on disait à certains marins d'interdire, si jamais ils sortaient en mer et qu'ils devaient repêcher des gens qui étaient en difficulté, s'ils les prenaient, leur bateau avait interdiction de sortir en mer pendant 6 mois. Donc, ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, moi, il y a une chose qui m'importe, c'est non-assistance à personne en danger. À partir du moment où nous avons des bateaux qui sont à la dérive et qui ont besoin d'aide, nous sommes dans l'obligation de les aider. Donc, c'est la loi. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui est en train de mourir en se disant « je vais passer à côté, je ne regarde pas, qui peut crever ». Ça, ce n'est pas possible. Et je pense que l'Europe doit revenir avec des chiffres concrets. C'est clair qu'on ne peut pas accepter tout le monde, mais ceux qui ont pris le risque et qui, malheureusement, sont à la porte de l'Europe, il faut les aider et les soutenir jusqu'à ce qu'on fasse un accompagnement complet de ces gens-là. Alors, le président du MR, Olivier Chastel, ce matin, dans la Libre Belgique, dit qu'il faut prévoir des hotspots, c'est ce que la France veut faire aussi, dans les pays d'origine des réfugiés. C'est une bonne idée, ça? Mais écoutez, c'est très bien si on peut le faire. Je veux dire, si tout ce qu'on peut prendre comme initiative pour pouvoir aider les gens au niveau local, d'éviter peut-être de prendre le large et de risquer leur vie. Mais à partir du moment où ils ont pris le risque et qu'ils sont malheureusement inconscients parce qu'ils transportent des enfants avec eux ou leurs épouses ou vice-versa, parce que parfois la femme est beaucoup plus forte que l'homme. Et donc, se dire, s'ils ont pris le risque, on ne va pas les abandonner. On ne doit pas faire d'appel d'air, c'est clair, c'est toujours pas évident. Mais ici, quand il y a quelqu'un qui est dans la difficulté, il faut le soutenir. Qu'il ait des papiers, qu'il n'ait pas de papiers, qu'il soit en mer ou qu'il soit sur terre, il faut les soutenir. Alors, il y a aussi, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, une espèce de poignée de main historique entre le président américain et le président nord-coréen. Ça se passait à Singapour. Je vais vous demander votre réaction. Il y a un accord, encore vague, sur la dénucléarisation. Votre réaction, je vous en propose 3. La première réaction, c'est Trump est un négociateur d'exception. La deuxième, c'est l'ordre mondial est en train de changer complètement. Et la troisième, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, qui sait ce qui peut se passer? Alors, qu'est-ce que vous choisissez parmi ces 3 propositions? Est-ce qu'il y en a une qui vous agrée? Oui, pour moi, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. La preuve, c'est avec l'Iran. Tout le débat sur le nucléaire et c'était la grande fête, tout le monde était en train de fêter en disant ça y est, nous avons un accord. Et puis quelques temps après, les pays se retiraient un par un en disant qu'on ne peut pas travailler avec ce pays-là. Donc voilà, il y a des difficultés par rapport à ça. Donc je pense que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Il y a l'économie qui joue son rôle. Si le baril de pétrole coûte $50, on aura une politique. S'il coûte $100, il aura une autre politique. Donc je pense que la vérité. Vous êtes inquiet sur l'avenir? Et pour Bruxelles et les Bruxellois, est-ce que vous êtes inquiet quand vous voyez cet ordre économique international et mondial qui a l'air d'aller dans tous les sens? Tout à fait. C'est surtout ça qui nous fait un peu peur au niveau international. Pour le reste, au niveau de Bruxelles, je pense qu'il faut être un peu moins égoïste. Je pense que je le dis souvent, même en tant que membre du parti du SPA, on dit souvent le plus important, enfin, que tu sois riche ou pas, peu importe. Moi, je n'ai pas un problème avec les riches, moi j'ai un problème avec les égoïstes. Et je pense qu'il y a assez pour tout le monde. Mais il y a des gens qui veulent garder la plus grosse part du bateau et ça, c'est pas possible. À un moment donné, il faut se mettre d'accord qu'il y a des gens qui ont des besoins et il faut pouvoir les partager. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les gens qui sont inquiets aujourd'hui se disent est-ce que j'aurai une pension convenable? Est-ce que je vais pouvoir payer la scolarité de mes enfants? Est-ce que je vais pouvoir encore avoir un travail? Il n'y aura pas du travail pour tout le monde. Mais alors, il faut prévoir une indemnité universelle, comme on appelle. Il y a des choses à faire. Il faut rassurer les gens. Je pense que l'économie est le nerf de la guerre. Donc, à partir du moment où les gens ont un toit au-dessus de leur tête, qu'ils ont de la confiance dans le gouvernement, qu'ils ont la sécurité autour d'eux et qu'ils ont des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins, je pense que ça crée la confiance chez les citoyens. Alors, au niveau bruxellois, ce dont on parle beaucoup, c'est depuis vendredi, ce vote au Parlement bruxellois où on a rejeté le texte sur le décumul intégral. Il y avait une majorité globale et une majorité dans le groupe francophone, mais dans le groupe néerlandophone, vous n'étiez que 6 à voter pour, alors que vous êtes 17. Et il faut une
majorité dans les deux groupes. Donc, ce n'est pas passé. Alors, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on représente ce texte une deuxième fois et donc à revoter? Parce qu'à ce moment-là, il suffirait d'un tiers des votes des néerlandophones, donc 6 voix suffiraient pour que le décumul intégral soit accepté. Est-ce que vous êtes favorable à ce deuxième vote? Tout d'abord, je vais être très clair, mon parti, le SPA, est pour le décumul. Et il a toujours été, et Dieu merci, beaucoup d'entre nous ne peuvent pas cumuler. Mais, voilà, on doit trouver un accord avec les autres partenaires, c'est-à-dire aussi bien francophones que néerlandophones. On doit trouver une majorité des deux groupes linguistiques. Malheureusement, nous n'avons pas. Et donc, on doit trouver une solution. Nous avons un accord de gouvernement. Ce n'était pas prévu dans l'accord de gouvernement, mais on a 5 ans pour travailler ensemble. Donc, s'il y a moyen de changer les choses, on doit le faire. Malheureusement, on a vu que nos partenaires de la majorité, notamment le VLD et le CDNV, refusent de voter ce texte parce que, voilà, ils estiment que ce n'est pas le moment, que les Flamands vont être lésés. C'est pas bon pour les Flamands. Voilà, apparemment. Mais nous, ce qu'on doit voir, c'est est-ce que c'est bon pour les Bruxellois. Ça, c'est le plus important. Peu importe qu'ils soient flamands ou francophones, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que cette réglementation qu'on va mettre en place va pouvoir favoriser les Bruxellois. Et je pense clairement oui. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de majorité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on espère qu'on puisse convaincre encore nos collègues néerlandophones, parce que si vous voyez que la majorité qui se dégage aujourd'hui, c'est la majorité du fédéral, en fait. C'est la NVA, le CDNV, le VLD, et le MR, et du côté néerlandophone, non, mais aussi du côté du MR, je veux dire, qui a rejeté aussi le texte. Donc je veux dire qu'on a le MR, le CDNV, le NVA et le VLD. C'est la majorité fédérale qui s'oppose à un texte, en fait, d'un texte de la majorité au niveau de la région Bruxelles-Capitale. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le bon sens doit prendre le dessus. Nous allons tout faire pour convaincre nos collègues néerlandophones, en tout cas, pour changer d'avis. Mais est-ce que vous ne devriez pas changer d'avis? Vous êtes vice-président du Parlement. Certains vous disent, vous devriez avoir une autre attitude. Charles Piquet et vous devriez ne pas voter, par exemple, ce texte. C'est clair. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui est... Enfin, cette loi, de pouvoir passer la deuxième fois en force, on va dire, parce que c'est pratiquement ça, c'est un mécanisme qu'on avait créé pour éviter que l'extrême droite bloque les institutions bruxelloises. Et donc, si jamais au bout du premier vote, ça ne passait pas, on allait 1 mois plus tard, 30 jours plus tard, redéposer le texte. Et à ce moment-là, on n'avait besoin que d'un seul tiers de chaque groupe linguistique. Voilà, aujourd'hui, effectivement, si je m'abstiens ou si un membre des 6 s'abstient, la loi ne passerait pas. Mais je pense que c'est se tirer une balle dans la jambe et de se dire à un moment donné, on a des convictions ou on ne les a pas. C'est clair. Moi, avec mon parti, nous avons été très clairs et explicites par rapport à ça. Nous devons faire une seule solution, c'est de trouver une solution avec les autres membres pour les convaincre qu'ils sont dans la mauvaise voie. Voilà. Moi, nous, ils ne nous convaincront pas. Et on verra. Maintenant, est-ce que le texte reviendra sur la table d'ici 1 mois ou 2 mois? Ça, c'est une autre question. Mais il y a une chose qui est sûre. Si ce texte revenait à la table et devrait être voté, je pense qu'à ce moment-là, on aura un sérieux problème dans le gouvernement. Alors justement, un sérieux problème dans le gouvernement avec la NVA qui tirerait peut-être les ficelles de l'extérieur parce qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts qui pourrait être déposé au Parlement flamand dans ce cas-là. Ça retarderait d'autant l'entrée en vigueur du décumul. Oui, est-ce qu'on irait vers une crise? Je pense qu'on voit une crise qui va arriver et certains cherchent le conflit, de toute façon. Et donc je pense que... Certains qui cherchent le conflit? Je pense que certains cherchent le conflit. Je pense que la NVA ne va pas hésiter de déposer un texte si elle peut justement retarder et en plus créer de l'animosité entre les membres et les partenaires du gouvernement. Je pense que, voilà, ils ont le droit de s'opposer, de faire des stratégies, mais le problème, c'est que ce sont les Bruxellois qui sont, comme on dit en flamand, qui sont pris en otage. Ouais. Donc voilà, moi je pense que la discussion, elle est là. Aujourd'hui, j'espère que le bon sens va prendre le dessus. Les élections communales arrivent. Peut-être que certains verront la lumière après ça, puisque ce texte devrait passer dans 1 mois, mais je ne pense pas qu'on le votera dans 1 mois. Et puis, on verra, c'est les élections communales. Et on verra après. On verra après. Mais bon, c'est reporté, pour vous, c'est reporté après les élections communales? En tout cas, la discussion. Notamment, je pense que la discussion générale et avec les plaintes qui vont être déposées ou les conflits d'intérêts qui vont être déposés vont pousser ce débat peut-être après les élections communales. Quoi. Ce sera sans doute plus serein à ce moment-là, vous croyez? Je pense que ce sera plus serein, les gens seront beaucoup plus clairs et peut-être que les échevins comprendront qu'il y a quand même beaucoup de boulot et que concentrez-vous sur vos communes, concentrez-vous là où les citoyens vous ont élus. Parce que combiner 2 fonctions, c'est très compliqué, ça c'est 1. Et 2, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça.
Et tout le monde doit faire un effort pour lutter contre le chômage à Bruxelles. Et donc, 2 emplois pris par une personne, demander des efforts aux citoyens et ne pas le demander aux politiques, c'est un peu hypocrite. C'est un argument de plus. Alors, pour les communales, on va parler un peu des communales. Vous êtes candidat à Jette. Hein. Et à Jette, il y a un point intéressant parce que c'est quand même votre ministre SPA de la mobilité qui a travaillé pour cette place du miroir, pour tous les travaux. Et on espère qu'elle sera prête le 18 juin. Alors, est-ce que le conseiller communal jettois trouve que le ministre de la mobilité a bien fait son boulot? Tout à fait. Il a fait très très bien son boulot. Sauf que ce n'est pas lui qui met les pavés par terre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que voilà, le ministre est ambitieux. Il a une ambition pour les 19 communes. Donc il essaie d'élaborer des projets un peu partout. Sur Bruxelles, à la place Blaget, on en peut citer d'autres, à la place du Mont. On essaie de rendre la ville le plus agréable possible pour les citoyens. Parce que là, il y a un parking, il y a eu un incendie, il y a des problèmes. On ne sait même pas si le parking va fonctionner dans les semaines à venir. C'est encore une tuile de plus. C'est une tuile de plus. On était trop vite, qu'est-ce qui se passe? Je pense que les cahiers de charges font qu'on met de la pression peut-être sur certaines entreprises. Ils ont mal géré ce chantier où il y a eu des défauts, enfin il y a eu des problèmes en tout cas, on verra bien au niveau technique ce qui s'est passé exactement. Mais voilà, ce sont des erreurs de jeunesse ou ce sont des erreurs techniques, elles existent et on ne pourra jamais y éviter. Vous savez, vous avez beau organiser une salle, un événement avec toute la technicité, vous contrôlez tout et vous estimez que tout est en ordre, au moment où vous démarrez, vous voulez lancer le PowerPoint, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, il y a des choses qui ne fonctionnent pas parfois. Aujourd'hui, ça nous a permis d'ouvrir ce parking, de montrer que les projets avancent. Il y a eu un problème technique. Le ministre assume sa responsabilité et il a mis les moyens en place pour pouvoir réparer au plus vite. Alors, après les communales, il y aura les régionales. Et alors, il y aura peut-être des cumuls. On verra ce qui se passe. Vous, votre préférence, c'est quoi? Région ou commune? Une fois que les gens auront voté, je verrai si je suis plébiscité à la commune ou pas. Je pense que c'est chacun, il doit voir au niveau des voix de préférence. Mais il faut être clair que j'ai envie, en 2019, jouer un rôle plus important au niveau de la région. Et donc, si je me vois la possibilité de me présenter aussi bien à la région, ben, je le ferai. Un rôle plus important à la région, c'est être tête de liste SPA à la région? Ça m'intéresserait d'être tête de liste et de montrer qu'il y a des possibilités, mais ça c'est le parti qui va décider. Donc on a un comité des sages qui lui détermine qui va tirer la liste ou pas. Mais c'est vrai que je ne cache pas ça sous la table. Aujourd'hui, si on me pose la question, oui, je suis ambitieux, j'ai envie de tirer cette liste et j'ai envie de faire gagner cette liste du SPA en 2019. Et Pascal Smet pourra faire autre chose alors? Ben, il pourra se présenter, il se présentera et il continuera. Pourquoi? Si aujourd'hui les électeurs estiment que Pascal Smet a fait son boulot et qu'il l'a fait correctement, il sera publicité. Et donc il n'y aura pas de raison de lui donner un second rôle. Au contraire, je pense qu'il est encore bien là. Il a fait du bon boulot, il continue à le faire. Et voilà, aujourd'hui, moi je continue à le soutenir. C'est notre ministre. Et voilà, je continue à croire à ce qu'il fait. Et quand il y a des critiques à faire, je le ferai aussi de toute façon. Bon, de toute façon, on a encore un an pour parler des régionales. Et aussi félicitations parce que vous avez perdu 38 kilos, c'est ça, Fadaïda? Ben, écoutez, on est arrivé à 40. Et quel est votre secret? Ben, écoutez, la marche, beaucoup d'eau. Pas d'opération? Non, pas du tout. Tout ça naturel? Ça, vous pouvez être sûr et certain, si vous me trouvez un médecin qui vous dit que vous m'avez opéré, j'arrête la politique. Non, pas du tout. Et je suis assez content parce que je me dis, voilà, je voulais absolument perdre un peu de poids. Et puis c'était question de sucre. À un moment donné, le médecin m'avait dit, écoutez, c'est soit de ça, soit vous allez faire de l'insuline, puisque j'avais un problème minimum de diabète. Oui. Il m'a dit, c'est soit de ça, soit de... Il m'a dit de perdre 15 kilos, j'en ai perdu 40. Et franchement, je m'en sors très très bien. Ça ne m'a jamais dérangé le poids. La seule chose que je m'inquiétais, c'est que j'avais peur, est-ce que les gens vont me reconnaître sur l'affiche ou pas, au niveau des élections. Parce que si je vois que les gens ils vont dire, ah, il est tout maigre, et il va bientôt mourir, donc j'espère qu'ils vont bien comprendre que je suis juste Vous êtes toujours en forme. Merci d'être venu aujourd'hui. Demain, je recevrai Clémentine Barzin. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.